Il est courant d'entendre que l'histoire du droit de propriété remonte aux juristes grecs et romains. Sans en appeler au temps préhistorique, il est pourtant attesté que ce droit existait en Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère. I've got in my hand a little foot of a child in clay. Je tiens dans ma main l'empreinte du pied d'un enfant imprimé dans l'argile. Cela vient de Mésopotamie du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet enfant a été gagé par ses parents à des créanciers en garantie d'un prêt de céréales. Was entitled to the return of the loan. And the idea was, as with the pledge, that if the parents don't... L'idée est que si les parents ne remboursent pas l'emprunt, l'enfant deviendra la propriété du créancier. The creditor's property, as it appears. And this is a quite interesting example. C'est un exemple très intéressant. We don't have Finalement, il n'y a pas de sécurité naturelle ou légale garantissant qu'un être humain ne puisse devenir une propriété. that human beings can never be property. The thing, of course, tells us as an artifact. Cette chose nous parle non seulement en tant qu'objet de propriété, mais aussi comme artefact culturel. Elle nous renseigne sur des pratiques de droit de propriété dans des sociétés qui n'existent plus, mais qui nous ont transmis une part de leur histoire. On peut avoir un lien avec cet objet. On sait tous ce que ça veut dire d'avoir le poids d'une dette au-dessus de notre tête. Alors, c'est le signe d'abord du lien très profond entre l'esclavage et la dette. Donc David Graeber, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait que la propriété privée, si elle est bien liée à l'esclavage, comme le prétend Orlando Patterson, elle arrive dans ce triangle-là. La propriété privée, elle commence à avoir du sens dès lors qu'on invente cette possibilité de transférer, enfin de payer une dette en transférant en fait un droit de propriété sur une personne. Donc la dette, aujourd'hui, c'est un des véhicules majeurs pour faire avancer le projet post-libéral de privatisation du monde. C'est-à-dire on facilite l'endettement d'un certain nombre d'acteurs, éventuellement en sachant très bien qu'ils ne seront pas capables de rembourser. Et parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser, on oblige à privatiser des ressources qui ne l'étaient pas. Quelqu'un qui a dit ça de manière magnifique, c'est Shakespeare, dans le Marchand de Venise, The Merchant of Venice, puisque dans le Marchand de Venise, on a cette histoire extraordinaire d'un riche marchand vénitien qui veut épouser une belle et qui, pour ça, a besoin d'argent, parce qu'il doit payer la dot et puis organiser le mariage, tout ça, il manque d'argent. Et donc, il va voir un banquier, Shylock, à qui il demande un prêt. Et dans la discussion, il n'est absolument pas question du taux d'intérêt, qui est un non-sujet pour Shakespeare, mais il est question du collatéral, c'est-à-dire de l'hypothèque qui va être mise en hypothèque si l'emprunteur n'est pas capable de rembourser sa dette. Et l'hypothèque, c'est une livre de la chair de l'emprunteur, de son corps. Voilà. C'est une manière de dire, on transforme un esclave, on en fait une chose. On transforme son corps en une chose qui va pouvoir être assimilée par le banquier. Pour moi, c'est un objet fascinant. J'ignorais qu'il y avait une aussi longue histoire où les gens payaient avec leur corps pour rembourser un emprunt. Pay even with their own bodies for loans that had taken another form. So, of course, it's a way of slavery. Bien sûr, c'est une forme d'esclavage, ou ça peut devenir une forme d'esclavage. And one could think, oh, that's so ancient and it happened before. On peut se dire, c'est tellement ancien, c'est du passé. So just to think about rubber plantations. Mais si on pense aux plantations de caoutchouc, par exemple au début du XXe siècle, beaucoup de ceux qui y travaillaient étaient endettés auprès des propriétaires. Pour rembourser leurs créances, ils étaient forcés de travailler dans les plantations. Ils travaillaient sans salaire ou leur salaire était payé directement aux créanciers.
J'ai une fin de conte de fées pour ça. C'était très malin de la part des parents qui n'auraient jamais donné leur enfant en esclavage. Ils savaient que l'enfant grandirait. Quand le créancier viendrait et dirait « Est-ce qu'il y a un enfant dont le pied correspond à cette empreinte ?» Ah non, celui-là est beaucoup trop grand. Ou toi, tu as de gros pieds. Ça ne correspondait à personne et ils vécurent heureux avec leur enfant sans jamais rembourser. Selon John Locke, la propriété est un droit naturel qui viendrait de la propriété de soi. On peut s'interroger pour savoir si ce droit de propriété est absolu ou si des limites en restreignent la portée. En d'autres termes, est-on réellement propriétaire de son corps ? Si Thomas d'Aquin avait été consulté sur cette question, probablement, si on en croit la somme théologique, probablement qu'il aurait eu un autre raisonnement, car pour lui, s'il n'adhérait pas au communisme de Platon, mais plutôt à la propriété privée qu'avait soutenue Aristote, dans la mesure où elle était raisonnable, et qu'elle n'était pas une recherche du profit pour le profit et des choses pour les choses, il considérait que, au fond, Dieu avait créé les êtres humains, qu'il en était donc propriétaire des corps, et qu'au fond, chaque individu, durant sa vie sur Terre, n'avait que l'usufruit sur son corps. Or, en bon connaisseur du droit romain, Thomas d'Aquin savait que l'usufruitier a l'obligation de conserver la substance de la chose sur laquelle porte son droit. Salva rerum substantia, disaient les Romains. Par conséquent, tout individu doit se nourrir pour préserver son propre corps, dans la mesure où il ne lui appartient pas, mais il appartient à Dieu. Et il n'en a que la jouissance temporaire sur Terre. Les droits de propriété se sont développés à la fois dans le droit civil classique et dans la common law, pour bonne part grâce aux juristes chrétiens. Je dois mon corps à Dieu, mon corps dépend de Dieu, mon corps vient de Dieu. Pour cette raison, on doit respecter le corps humain. Celui-ci n'est pas vu comme une ressource extérieure, comme une voiture ou un champ, ou des fruits, mais comme une partie de mon identité. J'ai donc des responsabilités, des devoirs envers moi-même, et surtout j'ai des devoirs envers Dieu. Je dois faire de l'exercice, bien manger, ne pas détruire mon corps en y introduisant des substances nocives. Tout cela apparaît dans le droit. Es gibt kein Eigentum an sich selbst. Il n'y a pas de propriété de soi. Allerdings folgt diese Einsicht nicht Cela ne découle pas d'une attribution chrétienne de la propriété par Dieu, mais d'une erreur de catégorisation juridique. Sondern aus einem logischen, rechtlichen Kategorienfehler. Eigentum an sich selbst. La propriété de soi est une erreur de catégorie. Warum? Pourquoi ? La propriété est l'attribution d'un objet à un sujet de droit. La propriété de soi supprimerait complètement cette séparation entre le sujet de droit et l'objet de droit. Ce qui rend la chose difficile, c'est que comme on associe en général la propriété à la possibilité d'abuser, donc de vendre, donc de se débarrasser. Alors avec le corps, c'est plus difficile. Si je dis que je suis propriétaire de mon corps, qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux vendre mes reins? C'est pas simple. Que je peux vendre mon corps, c'est... Voilà. Donc il y a une contradiction dans le sens où de toute évidence, il y a un rapport d'appartenance, et de toute évidence, toutes les prérogatives ordinairement associées avec la propriété s'appliquent pas ou s'appliquent mal au rapport que j'ai avec mon corps, et en particulier la question de l'abus et la question de la vente. Au quotidien, on utilise son corps comme on veut. On peut l'entretenir, on peut le détériorer, on peut même l'oublier quelquefois. Et on se dit, on en fait ce qu'on veut. Mais on peut dire également non, parce que nous sommes toujours en interaction sociale. Et nous appartenons à des communautés. Et la communauté
a préséance sur notre corps. Vous avez beaucoup de sociétés africaines dans lesquelles il y a des scarifications. Pour marquer l'appartenance à la communauté, on peut vous faire des traces sur le visage. On peut quelque part brider votre corps. Quand vous lisez Kamara Lai dans son ouvrage L'enfant noir, vous voyez que à partir du moment où on quitte l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, il y a la circoncision qui va permettre à l'enfant, par la maîtrise de la douleur, d'accéder potentiellement à l'âge adulte. Et donc, la propriété du corps de l'enfant, c'est la communauté qui met l'accent à un moment donné sur le basculement d'un âge à un autre. Et ça passe par le corps. L'excision renvoie au même principe, parce qu'il faut montrer à tout le monde à quelle communauté vous appartenez. De ce point de vue, et ce n'est qu'une illustration parmi d'autres, votre corps ne vous appartient pas. Within certain limits, I think that everyone has property in her or his own body. Dans certaines limites, je pense que chacun a la propriété de son propre corps. Mais les limites ne sont pas très claires. Very strong limitations. For example, one of the characteristics of ownership. Par exemple, une des caractéristiques de la propriété, c'est la liberté d'utiliser librement ce qu'on possède. One cannot always use one's body. Mais on ne peut pas toujours le faire avec son corps. For example, in most places that I know, prostitution. Par exemple, dans la plupart des pays que je connais, la prostitution est illégale. Vous ne pouvez pas vous prostituer. Nor could you use your body to sell your body. You could rent your body, but you couldn't sell it. Vous pouvez louer votre corps, mais pas le vendre parce que ce serait de l'esclavage. I think it's illegal everywhere in the world. Ça existe toujours dans certaines parties du monde, mais je pense que c'est illégal partout. Donc il y a des limites à ce qu'on peut faire avec son corps. Plutôt que propriété, le mot juste serait contrôle. Mais on contrôle son corps parce qu'on a des droits de propriété dessus. C'est une manière de l'exprimer. C'est une fiction très bizarre de penser qu'on peut se contrôler soi-même comme on contrôle certains objets. La notion de se posséder soi-même est paradoxale. Cela établit une analogie avec le fait de posséder quelque chose. Mais quand ce quelque chose, c'est votre propre corps, un certain nombre de droits de propriété sont supprimés. Si je me possède, je ne peux pas m'aliéner moi-même comme je peux aliéner des objets. Je ne peux pas me vendre et rester moi-même. Je suis collé à mon propre corps. L'autre aspect est l'autodestruction. Évidemment, dans certains cas, les humains peuvent se donner la mort. On peut se penser destructible comme des objets. La possibilité d'autodestruction donne une forme de crédibilité à cette conception absurde de l'autopropriété de soi. Dans la vie quotidienne, c'est beaucoup plus notre corps qui nous possède que le contraire.
Et puis on pourrait aussi argumenter en disant que le pouvoir sur le corps n'est pas absolu. Si on utilise le modèle de la propriété souveraine pour analyser ce cas de figure, on est embarrassé. Alors avec le suicide, ça marche très bien, mais est-ce que je peux vendre mon corps? Non. Est-ce que je peux aliéner complètement ma liberté ad vitam aeternam par un contrat d'esclavage? Non. Certes, je peux donner un organe, mais je n'ai pas le droit de le vendre. Donc on voit que le droit de disposer de son corps existe, mais est extrêmement limité et encadré pour des raisons d'ordre public, d'intérêt général. Par conséquent, si on définit la propriété comme un pouvoir absolu de disposer à sa guise, ça colle pas. C'est très important. Si vous êtes le propriétaire de votre corps, cela implique la possibilité de l'aliéner. Si on peut s'aliéner, on peut se vendre comme esclave. Mais si vous n'êtes pas le propriétaire de votre corps, techniquement parlant, vous ne pouvez pas. Or, c'est une des caractéristiques les plus importantes de la propriété privée, le fait qu'on puisse l'aliéner, la transférer, la vendre. Si votre corps ou des parties de votre corps sont votre propriété, vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre un rein. Donc il y a différents problèmes. Et la loi doit dire « Votre corps ne peut pas être la propriété de quiconque, pas même de vous ». Le post-libéralisme essaie de nous faire croire que nous pourrions nous poser la question de savoir si nous sommes les propriétaires de nos corps. Avec une réponse qui est apportée par les post-libéraux qui est oui, et d'ailleurs vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre corps, parce que c'est du capital, comme vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre éducation, etc. Et donc ça fait de nous des êtres schizophrènes qui serions d'un côté le propriétaire de nous-mêmes, dans une espèce de duplication interne qui est en fait la destruction du sujet humain, tout simplement. Je crois que la bonne réponse est celle de Merleau-Ponty, je suis mon corps, et donc je ne peux pas être le propriétaire de mon corps, ça n'a absolument aucun sens. À partir du moment où on entre dans ce débat-là, on entre dans la question de la GPA, de la transformation du corps des femmes en propriété privée, en marchandise, de l'esclavage, voilà. Puisqu'en fond, c'est ça qui est derrière. Ce qui hante le débat sur la propriété de mon corps, c'est l'esclavage. Est-ce que je peux être le propriétaire du corps d'un autre? Si je peux être le propriétaire de mon corps, je peux être celui du corps d'un autre. Bon. Donc, par rapport à ça, c'est absolument fondamental d'en revenir, à mon avis, à une anthropologie relationnelle qui dit « Mon corps, c'est le réceptacle et le témoin de toutes les relations dans lesquelles je suis engagé. » Il a une histoire, parce que j'ai une histoire de mes relations, et il n'existe que dans la mesure où il est en relation avec autrui, avec le reste du monde, avec l'oxygène, avec la lumière, avec la nature, voilà. Et donc, je ne peux pas du tout en être le propriétaire, en aucun sens. Depuis trop longtemps, le corps de la femme a été considéré comme un objet que l'homme peut s'approprier. Les mouvements féministes dénoncent ce privilège masculin. Alors apparut le fameux slogan « Mon corps m'appartient ». So the famous feminist statement that my body belongs to me is I completely agree with. Je suis complètement d'accord avec cette citation, au sens où personne ne doit décider de mon corps. And by nobody I mean the church. Personne, ni l'Église, ni l'État. And that implies that there shouldn't be a limitation over my access to abortion. Il ne peut pas y avoir de limite à mon accès à l'avortement ou à ma volonté d'être une travailleuse sexuelle. My will to engage in sex work. There should not be a limitation on there shouldn't be a forcing me, for example. Rien ne peut me forcer à rester chez moi, à m'occuper de mes enfants si j'ai envie de travailler à l'extérieur. But also more subtle things. There should not be the amount of media that says that. Plus subtilement, les médias professent que les femmes doivent être minces, jeunes, you know, young, yeah, that there's a tremendous amount. Il y a une énorme pression sur le corps féminin. In many ways, both à la fois dans le public, via l'État et l'Église, mais aussi en termes de culture.
And I think that, of course, Je pense que les femmes doivent avoir la propriété de leur corps. property over their body. De mon point de vue, c'est ce slogan Mon corps m'appartient, qui est revendiqué à juste titre par un certain nombre de mouvements féministes, dit juste et en même temps fait une concession de trop. Ce qui est derrière dans ce débat, c'est... Alors le point de départ, c'est une société qui est quand même globalement patriarcale et machiste, dans laquelle les hommes ont décidé d'être les propriétaires du corps des femmes, et les femmes, à juste titre, revendiquent en disant « Non, non, c'est pas vous les propriétaires de nos corps ». Et elles ont bien raison. Cela dit, au moment où elles répondent « Mon corps m'appartient », elles font quand même une concession de taille, qui est de dire « Mon corps appartient à quelqu'un ». Et tout ce qu'elles sont en train de dire, c'est « Elle ne t'appartient pas à toi, elle m'appartient à moi ». Et la question que je pose, mais au fond, est-ce que le corps des femmes appartient à qui que ce soit? Si je commence à entrer là-dedans, je concède quand même quelque chose de fondamental qui n'a pas été forcément très aperçu dans le débat, qui est qu'en réalité, le corps de quiconque n'appartient à personne. Je suis mon corps. L'affirmation « mon corps m'appartient » est de nature politique, comme la citation de Proudhon « la propriété, c'est le vol ». Ce qu'elle signifie, c'est que mon corps n'appartient à personne. J'ai, moi, le droit de décider comment vivre ma vie. Ce n'est pas une question de propriété, c'est une question d'être une personne humaine et d'avoir des droits. J'ai une attitude très ambivalente par rapport au slogan féministe « Mon corps m'appartient ». Bien évidemment, dans tous les combats politiques, je suis du côté de celles qui l'affirment. Mais ça me gêne de penser à notre corps, à notre intégrité corporelle, à notre liberté de décision, à notre liberté même, en termes de propriété. Quand on rejette les revendications d'autrui sur notre corps en affirmant notre droit de propriété, on souscrit de fait à une grammaire de la propriété, et ce n'est jamais neutre quand on parle des corps humains. Certaines tendances du féminisme radical en Amérique latine, en Italie aussi, ne se réfèrent plus à la propriété de soi-même, mais à la vie. Ni una menos, on ne veut pas perdre une vie de plus. Un des chants les plus fréquents dans les manifestations en Amérique du Sud est « Nous voulons vivre, nous voulons être dans la vie ». La vie, c'est beaucoup plus fort que la propriété. Gary Becker, prix Nobel d'économie, théorisait le capital humain que possède chaque individu à travers son savoir, ses études, ses talents. Un capital dont le corps fait partie intégrante. Selon lui, un foie, un rein, un poumon étaient des marchandises comme les autres. So, Gary Becker posits that people should be able to do. Gary Becker part du principe que les gens devraient avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent en termes de transactions commerciales avec leur corps ou les parties de leur corps. So, selling part of your body, prostitution. Donc, la vente d'organes, la prostitution ou d'autres manières de faire de l'argent à partir de son corps ne le dérange absolument pas. Je pense que c'est parce qu'il n'intègre jamais la valeur de dignité d'une vie humaine, le fait que chaque individu puisse contrôler sa propre existence. Control of her own life or his own life. And he doesn't also understand, in my opinion, the impact. Il ne comprend pas non plus, de mon point de vue, l'impact sur les valeurs sociales, l'immoralité qu'il y a à mettre un prix sur une personne. Of putting a price on people. The selling of organs is not only cannot be seen only as a market issue. La vente d'organes ne peut pas être vue seulement comme un enjeu de marché, mais doit être replacée dans un contexte.
Pourquoi vendre vos organes? Est-ce votre seule option pour survivre? Si vous êtes très pauvre au Brésil, en Colombie, c'est la raison pour laquelle vous le faites. Le problème n'est pas le marché des organes, le problème c'est l'inégalité. Oui, donc Gary Becker a été l'un des grands apôtres du côté de l'économie néoclassique de cette folie qui consiste à vouloir tout privatiser et à tout marchandiser, y compris le corps humain. Et on a aujourd'hui des économistes français, Jean Tirole pour ne pas le nommer, qui expliquent à l'Académie des sciences morales et politiques que finalement la vie humaine a un prix de marché et que c'est normal, parce qu'elle est également une marchandise. Donc en fait, lorsque j'échange sur les marchés des actifs financiers dérivés sur les contrats d'assurance vie, sur votre vie, en fait je fixe un prix implicite à votre vie, combien ça vaut le coup que la société dépense pour vous garder en vie, et finalement, si ça coûte trop cher par rapport à ce que la société capturée par les marchés estime que vaut votre vie, on ne dépensera pas la somme qu'il faut pour vous garder en vie. Voyez, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qui est derrière ça, c'est de nouveau la capacité qu'aurait notre société à nous transformer, une partie d'entre nous, certainement pas Jean Tirole lui-même, en esclaves qui ont un prix sur un marché, et donc on peut échanger comme les marchandises. Von der Konstruktion her lässt sich ein Eigentum an abgetrennten Körperteilen Dans une construction juridique, theoretisch hervorragend denken. La propriété sur des parties du corps est théoriquement parfaitement concevable. Ein Handel mit Organen Le commerce d'organes est théoriquement pensable. ohne weiteres konstruierbar. Sobald ein Finger, ein Organ, irgendetwas anderes Dès qu'un doigt, un organe, n'importe quoi d'autre est coupé, steht es im Eigentum dessen, il der devient objet ursprünglich de droit de celui qui en était le possesseur, le sujet de droit. war, also dann Inhaber dieser Körpersubstanzen ist. Das Eigentum ermöglicht also La propriété permet donc une marchandisation des parties du corps. von Körperteilen. Die Frage, La question de savoir si cela est souhaitable est politiquement tout autre. Je dirais clairement que non, ce n'est pas souhaitable. es ist nicht wünschenswert. Lorsque l'on définit la propriété comme étant un droit de disposer juridiquement et matériellement des choses, cela autorise du même coup la vente de ces organes. Donc d'un point de vue éthique, ça paraît effectivement éminemment critiquable. C'est certain. Après, tout dépend de la manière, encore une fois, dont on définit la propriété. Si avoir la propriété, c'est avoir l'usus, le fructus et l'abusus, le droit d'user, de jouir et de disposer des choses, et que l'on met en avant le critère de l'abusus, le droit de disposer, en disant c'est d'abord un droit de disposer juridiquement des choses, la propriété. Donc d'abord un droit de céder, de vendre, de léguer, de transférer les biens. Et que dans le même temps, on dit que l'on a la propriété de son corps et donc de ses organes, évidemment, dire que l'on est propriétaire de soi, donc de son corps, donc de ses organes, ça amène à considérer qu'on est libre de vendre ses organes. Bon. Donc évidemment, si on part de cette définition de la propriété, penser la propriété de soi, c'est assez terrifiant. Ça permet en effet de penser à un marché des organes. Maintenant qu'il y a un certain nombre de gens qui prennent au sérieux, disons, qui mobilisent le vocabulaire de la propriété pour parler du rapport au corps et qui, ce faisant, ont une conception de la propriété extensive, maximale, dans laquelle ça implique la possibilité d'abuser de son corps et d'en vendre des parties, oui, bien sûr, il y a des libertariens qui pensent ça et qui pensent que je suis propriétaire de mon corps de la même manière que je suis propriétaire de ma voiture. Donc, dès lors qu'on pense que la propriété, c'est des ressources linguistiques pour parler des choses, on peut défendre ces idées-là. Moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où des gens qui, parce qu'ils sont dans la misère, peuvent vendre leur rein ou pas, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Si l'individu peut se considérer comme propriétaire de son propre corps, se pose alors la question de l'appropriation du corps d'un autre, de l'esclavage. L'esclavage serait-il le fantôme qui hante le concept même de propriété ?
chaque être humain est né avec un droit égal à la liberté. Tous les êtres humains de la Terre, quels qu'ils soient, ont un droit naturel égal à la liberté. Le problème, c'est que les sociétés ne l'ont pas forcément reconnu. Mais de fait, même les Romains le pensent. Il y a un droit naturel égal à la liberté. Les hommes, comme les animaux, naissent libres. Voilà. Simplement, les Romains, Cicéron dit, bah oui, le problème, c'est que ils ne demeurent pas libres. Ils s'arrêtent à un moment donné parce que les sociétés choisissent d'organiser de l'esclavage, des choses comme ça. Et c'est la Déclaration des droits de l'homme de 89 qui, d'ailleurs, établit une bascule et sort en fait de cette logique du droit romain qui est présente jusqu'au XVIIIe siècle, et qui dit les êtres humains naissent libres et égaux en droit et le demeurent. Slavery is... I'm trying to... L'esclavage, je me demande si c'est la violence ultime. Mais je ne le pense pas. Je pense que tuer quelqu'un, ou peut-être torturer, est plus violent encore. Mais en termes d'institution, l'esclavage me semble être la violation la plus fondamentale des droits de propriété d'un être humain. Violation of one's property rights, of one's... And here, I would define property rights more broadly. Et je définirais les droits de propriété de façon plus large que les droits de propriété économique. Je parle de droits de propriété moraux qui se réfèrent à la personne et à son intégrité. Et cela me paraît le plus important, ce qu'on appelle l'humanité, le fait d'être une personne à part entière. L'esclavage vous prive de cela. Unfortunately, for many centuries, laws which conferred upon some... Malheureusement, il y a eu pendant des siècles des lois qui conféraient à certains la possibilité de posséder d'autres personnes. Les droits des esclavagistes remontent très très loin dans l'histoire. Ce serait plutôt une exception de rencontrer une société qui interdit l'esclavage. Contre l'esclavage, l'argument fondamental était qu'il y a certains de mes droits que je ne peux pas abandonner. Dans la tradition de la common law, on parle de droits inaliénables. Ce sont les termes de la Déclaration d'indépendance américaine, et parmi ceux-là, il y a la liberté et la vie. Je n'ai pas le droit de me vendre comme esclave puisque je ne suis pas le propriétaire de moi-même, mais vous n'avez pas non plus ce droit. Cette critique très forte de l'esclavage sera avancée par les premiers abolitionnistes dès le début de l'histoire américaine. Hélas, il leur faudra des décennies pour faire aboutir cet argument. Puisque je ne peux pas me posséder moi-même, personne ne peut me posséder. Vous non plus, vous ne pouvez pas me posséder. Je pense qu'il faut repartir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que tout homme naît libre, enfin tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on va identifier être humain, personne juridique et propriété, eh bien, l'esclavage devient proprement inconcevable. Mais c'est aussi à cette même époque, justement, que l'on va mettre les êtres humains d'un côté et tout ce qui n'est pas être humain, justement, de l'autre côté. C'est-à-dire que cette division des choses et des personnes comprises, conçue comme une opposition des sujets de droit et des objets de droit, elle naît aussi justement à cette même époque. Donc ça rend effectivement insupportable l'esclavage, parce que l'esclavage contredit directement en fait cette opposition entre sujet de droit et objet de droit. Les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets,
comme du bétail. Quand l'esclavage a été aboli, les propriétaires d'esclaves ont invoqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle une expropriation n'est possible que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est dans le rejet de l'esclavage qu'on construit la propriété moderne comme droit d'une personne. Personne, c'est complètement séparé de choses sur une chose. Et alors, il ne faut plus mélanger les personnes et les choses. Donc, on ne peut plus traiter les personnes comme des choses. Donc, il ne peut plus y avoir l'esclavage. Et justement, le droit de la personne sur la chose, c'est un droit inviolable et sacré. Et donc, vous ne pouvez en priver, même les propriétaires d'esclaves, que sous condition de juste et préalable indemnité et de nécessité publique. Donc au fond, là, il y a ça rime le régime ordinaire de l'expropriation à la question de l'abolition de l'esclavage, et vous vous retrouvez avec cette situation absolument incroyable où ce sont les propriétaires qui sont indemnisés et pas les esclaves. Voilà, c'est-à-dire que dès l'instant où on abolit l'esclavage, 48, on retombe dans cette logique de la propriété. On est devant l'esclave bien meuble, hein, ou devant les terres bien légitimes, et Haïti va être obligé d'indemniser les planteurs avec des prêts à intérêt pour l'indemnité qui vont courir jusqu'à la fin du XXe siècle, quasiment. Hein. Où l'idée est que, oui, cette propriété des terres, des terres à sucre et des esclaves était une propriété finalement légitime et qu'il faut indemniser. Et c'est très intéressant parce que ce sont ces indemnités versées aux propriétaires d'esclaves en 1848 qui vont permettre de créer la Banque du Sénégal en 1851, qui deviendra la Banque de l'Afrique de l'Ouest en 1901, qui deviendra la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 1959. Et à l'heure où je vous parle, nous avons toujours cette banque centrale. Okay. Et donc, ça peut paraître loin, mais la conception qu'on a de la propriété engendre des irréversibilités. Et pour moi, c'est quelque chose de très actuel, finalement, cette période d'esclavage qui peut paraître pourtant très lointaine. L'histoire de l'humanité a connu plusieurs stades dans la relation de l'homme au travail et à la propriété. Il y a eu l'esclavage, le servage, le travail à la tâche. Finalement, dans le capitalisme, avec l'entreprise moderne, le travail salarié est devenu le modèle dominant. Le terme capitalisme vient de capital. Étymologiquement, le caput est un vieux terme pour propriété qui renvoie au cheptel, à la propriété du bétail. Le caput, c'est la tête du bétail. J'aime bien rappeler cela parce que ça résonne avec le mot « chattel slavery » en anglais, la détention d'humains comme un cheptel d'animaux. Le capitalisme utilise la tête de l'esclave comme la tête de bétail. Nous devons nous souvenir que le capitalisme se construit ainsi, que ce n'est pas seulement une façon astucieuse de faire de l'argent, quelles que soient les règles du jeu. Du côté des économistes, il n'y a pas de doute que l'esclavage est l'impensé de toute la conception, disons, néoclassique du capital. Le capital, fondamentalement, à l'origine, ce sont les esclaves. Donc, au XVIIe, au XVIIIe, quelqu'un qui a du capital, c'est quelqu'un qui a des esclaves. Et si on regarde la manière dont les économistes néoclassiques aujourd'hui conçoivent le capital, au fond, si vous transférez, enfin vous traduisez capital par esclave en permanence, vous arrivez à des choses très intéressantes qui correspondent bien à ce qui a été vécu et ce qui est encore vécu en partie aujourd'hui. Donc c'est pas du tout impossible que ce soit l'esclavagisme qui soit cette espèce de fantôme qui hante l'impensé de la conception, disons, contemporaine, néoclassique, et de la propriété privée et de l'économie. Quand on aborde le droit du corps, de l'esclavage et toutes les questions qui y sont liées, vient alors la question de l'emploi et des rapports entre l'employeur et l'employé. L'emploi implique-t-il une relation de propriété ?
Now again, in the common law, we have a very clear way of thinking about this, and that is, first of all, the Dans answer la is common no, law, c'est très clairement non. And the reason is because Pour une bonne raison, aucun employeur ne peut obliger un travailleur à travailler, même si l'employé a accepté le contrat. The term of art there is specific performance. I can't get specific performance. I can't make them perform. Le terme juridique, c'est specific performance. This is an important distinction. Juridiquement, je ne peux pas contraindre une personne à tenir son engagement. Il n'y a pas de base légale pour forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Je peux au mieux réclamer un chèque pour m'indemniser des conséquences du non-respect de son engagement. Cette distinction légale vient d'une distinction morale. Le droit d'utiliser ou non ma capacité de travail, c'est quelque chose d'inaliénable. J'ai toujours le droit de refuser cette capacité de travail à mon employeur. La relation de travail est at will, selon ma volonté. Je peux quitter mon boulot quand je veux. Il y a des raisons pratiques pour lesquelles je ne vais pas forcément le faire, mais en termes de droit, j'ai ce droit. C'est un garde-fou important contre l'esclavage. L'esclavage est injuste et intolérable. In der heutigen Konstruktion Dans la construction juridique, on ne peut pas considérer qu'un employeur puisse avoir la propriété de ses employés. Il s'agit de relations contractuelles entre deux parties, pas de relations de propriété. Pour établir des rapports de propriété, il faudrait que l'employeur ait un droit de regard absolu sur ses employés et sur toutes les autres personnes de la communauté juridique. Heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si de nombreux employeurs exigent beaucoup de leurs employés, cela n'engendre pas de relations de propriété. Quelque part, encore une fois, on masque les choses, parce que évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus vendre sa force de travail à perpétuité. On peut simplement la louer à temps. Mais on reste quand même dans un rapport de servitude personnelle vis-à-vis de son employeur. On a toujours une relation d'allégeance, en tout cas de subordination, c'est le terme qui est employé, vis-à-vis de l'employeur. Donc la forme de l'esclavage, évidemment, elle est interdite, elle est prohibée, parce qu'on a interdit le louage justement à perpétuité et qu'il est simplement à temps. Mais pour autant, on n'en a pas fini en réalité avec ces rapports de dépendance, d'allégeance, de subordination et de servitude personnelle. On ne parle plus de servitude personnelle parce que ça rappelle le servage, peut-être dire une forme du coup d'esclavage, le servage de la société féodale. Mais ce n'est pas parce qu'on raye les termes dans les textes de droit que les formes juridiques, les rapports juridiques, eux, ont disparu. Donc la servitude personnelle, sans doute qu'elle demeure en fait aujourd'hui, mais simplement elle est comme habillée d'autres mots pour justement... parce que justement, la figure de la servitude apparaît comme un véritable repoussoir. Le fait que la propriété moderne se soit construite sur le rejet de l'esclavage et sur la summa divisio des personnes et des choses, et le fait que cette summa divisio des personnes et des choses, au fond, ne résiste pas à tout un tas de situations très concrètes dans lesquelles, bien évidemment, j'utilise mon corps comme une chose, et évidemment, j'utilise des éléments de ma personnalité comme des choses, et évidemment, ça donne lieu à des échanges marchands. Et donc, bien sûr, l'esclavage est tout à fait indigne, n'est digne que d'être aboli, mais on n'a pas tout dit quand on a dit ça. On prend, je ne sais pas moi, le contrat de travail. Pas le travail à la tâche. C'est-à-dire, je viens vous voir, je vous apporte un tissu et je vous dis maintenant, vous me faites un costume dans ce tissu et je vous donnerai 3 francs 6 sous. Bon, ça, on voit assez bien. Ce que je fais, c'est que j'achète un service. Mais dans le contrat de travail, il se passe autre chose. Ce que j'achète, c'est la force de travail.
c'est-à-dire la disposition de votre capacité de travailler. Alors là, je vais vous dire, cher monsieur, soyez demain sur le chantier de 9h à 5h. Bon, ce qu'on y fera, c'est moi qui vais décider, parce que je suis le patron, donc peut-être on va creuser les trous, peut-être qu'on va monter un mur de briques, peut-être ça, vous verrez bien. Donc c'est pas la tâche que j'achète, c'est la disposition. La disposition, c'est la force de travail, donc c'est la capacité à travailler entre 9h et 5h. Cette capacité à travailler entre 9h et 5h, c'est quoi exactement? Bah, c'est votre corps, c'est vos capacités, c'est votre intelligence, c'est vos talents, c'est l'aptitude que vous avez à fabriquer des murs droits et à creuser des trous profonds. C'est voilà, c'est toutes ces capacités-là. Ça n'a vraiment aucun rapport avec la personne, ça. On peut vraiment dire, il y a les personnes d'un côté, il y a les choses de l'autre. Et alors, qu'est-ce que j'ai acheté, là, exactement, quand j'ai acheté votre force de travail entre 9h et 5h? C'était un petit peu autre chose que juste une simple chose inerte, quand même. Un peu acheté... Bon, alors... On va dire, ah oui, bon, d'accord, mais alors, c'est quand même très différent de l'esclavage. C'est très différent de l'esclavage. Alors, pourquoi c'est très différent de l'esclavage? Bon, d'abord, parce que c'est consenti. Il y a un contrat, vous avez consenti. On peut discuter pendant des heures. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes en train de crever de faim et que ça fait 3 semaines que vous n'avez pas bouffé, je ne sais pas jusqu'où c'est consenti, mais bon, allez, ok, c'est consenti. On va accepter ça. Alors, on nous dit, il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a un terme. C'était de 9h à 5h. Bon, après, c'est quand le contrat est fini. Et puis surtout, vous pouvez mettre un terme au contrat. C'est vrai que ça fait une énorme différence. Mais ça veut dire quoi? Alors que c'est de l'esclavage pas à temps partiel, mais disons à temps compté. Et donc, j'ai envie de dire, le rejet de l'esclavage et l'élévation de la question du rejet de l'esclavage au rang de grande question fondatrice de notre modernité a permis... tout un tas de choses épouvantables qui étaient possibles parce que c'était pas de l'esclavage, parce qu'il y avait du consentement, parce qu'il y avait un terme au contrat, parce qu'il y avait toutes ces choses-là. Et donc ça allait. I feel like it's a continuum. Je pense que c'est vraiment un continuum. L'esclavage était l'exemple le plus extrême. Une personne était propriétaire de quelqu'un d'autre. À l'autre bout du spectre, il y a le contrat de travail. Le code du travail offrant des garanties. Now, what do we have in the contemporary world? Domestic servants. Reste aujourd'hui le travail domestique. Beaucoup de domestiques à travers le monde travaillent sans avoir de droits. In many cases, they are paid below the minimum wage in countries. Ils sont souvent payés en dessous du salaire minimum ou du salaire de survie sous prétexte qu'ils ont un lit, qu'ils sont logés et nourris. Ils vont travailler 14 heures par jour, n'ont pas le droit de sortir, peut-être une fois par mois s'ils ont de la chance, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment un spectre qui est traversé par l'existence de la propriété privée. By the existence of private property. Le droit de propriété s'exerce de façon évidente sur les biens matériels. Mais il existe des choses immatérielles qui relèvent du même droit. Le droit d'auteur, le droit des brevets, le droit des marques entrent dans ce cadre. La création, l'intelligence, l'esprit sont alors encadrés par le droit de propriété intellectuelle.